Donc, dans le cadre du mois de la psychologie positive, on a la chance et puis l'honneur de recevoir aujourd'hui Jacques Lecomte, qui est président fondateur et président d'honneur de l'Association française et francophone de psychologie positive, et qui est l'auteur de nombreux best-sellers, presque, plusieurs, dont 2 ouvrages récents. Tu vas aborder un peu les 2 aujourd'hui, je pense. Oui, un petit peu. Humaniste. Et puis le dernier qui vient de sortir, qui s'appelle Le monde va beaucoup mieux que l'on ne le pense, c'est ça? Ouais, que vous le croyez. Que vous le croyez, pardon. Oui. Donc, je vais laisser la place à Jacques, qui va nous faire à peu près 1 heure de présentation, et puis ensuite on aura un petit temps pour des échanges. Bon. Très bien, merci Yvan. Alors Yvan est quelqu'un de très très actif sur La Réunion et il développe beaucoup la psychologie positive. Alors, oui, aujourd'hui je vais vous parler des entreprises humanistes. Alors, en fait, j'ai écrit un livre sur le sujet, mais l'origine de ce livre, elle est plus vaste. C'est une vision beaucoup plus large que les entreprises, et c'est effectivement lié à la psychologie positive. Alors, très vite, une petite, petite description en quelque sorte de la psychologie positive pour aller très vite. C'est un mouvement qui est né, disons, au tournant du millénaire, et tout simplement, ça part d'un constat qui est que depuis plus d'un siècle d'existence, la psychologie s'est surtout intéressée à ce qui allait mal chez l'être humain. Ce qui était utile, nécessaire, des gens souffraient de troubles psychiques, et il était important d'essayer de comprendre ces mécanismes, ces troubles, et d'essayer de les soulager, de les atténuer dans la mesure du possible. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Ça l'est toujours, évidemment. La psychopathologie et la psychothérapie sont des domaines très importants de la psychologie. Mais il y a eu, du coup, quand même un biais, une tendance qui s'est faite au fil des ans, des décennies, et qui est majoritaire encore, c'est une monofocalisation sur ce qui va mal. Et donc, à un moment, des psychologues se sont dit, alors déjà dans les années 50, vous avez eu tout un mouvement qui s'est appelé la psychologie humaniste, et puis, donc, au tournant du millénaire, en fait, en 1998 ou 99, quelqu'un qui s'appelle, un psychologue américain qui s'appelle Martin Seligman, a été nommé président de l'Association américaine de psychologie. Et lui, il a fait dans son discours inaugural de président ce constat que je viens de vous faire, et en disant maintenant il faut s'intéresser à des choses plus larges. Du coup est né le mouvement de la psychologie positive, avec en particulier un numéro entier d'une grande revue de psychologie en l'an 2000, au mois de janvier 2000, et ça a lancé tout ce mouvement. En France, il a démarré, disons, autour de 2009 à peu près. Et en 2009 notamment, donc on a créé il y a eu des livres, enfin il a commencé à écrire des livres à ce moment-là, et puis en 2009 on a créé une association donc de psychologie positive francophone. Donc alors qu'est-ce que c'est que la psychologie positive? Je vais vous donner une définition qui est devenue un petit peu officielle en quelque sorte, qui est celle-ci. Et je vais un petit peu détailler. Alors tout d'abord, c'est l'étude scientifique, c'est-à-dire que la psychologie positive, ce n'est pas seulement des belles idées du style souriez le matin, même si vous êtes triste, souriez le matin, vous verrez, les gens vont vous sourire et vous serez plus heureux le soir. C'est possible que ça marche. Je ne dis pas le contraire, mais c'est intéressant d'essayer de le tester scientifiquement. Vous voyez, donc la psychologie positive fait des propositions, des hypothèses, telles que celles que je viens de décrire, mais après, c'est force de voir si c'est valide. Donc par des enquêtes, toutes sortes de méthodes scientifiques. Donc c'est vraiment un univers qui est né dans le monde scientifique. Les laboratoires de recherche en psychologie, évidemment, en particulier, mais pas seulement, hein. D'autres univers s'y intéressent, notamment les STAPS, le sport, mais pas que.
Et puis, voilà. Donc ça, c'est quand même le premier point, l'étude scientifique. Deuxième point que j'aurais souligné, les conditions des processus. Parce que des fois, on vous dit, ah oui, la psychologie positive, c'est la psychologie du bonheur individuel, ça ne tient pas compte du contexte. Ben si, c'est qu'est-ce qui permet aux personnes de se développer de façon idéale. Et enfin, je termine, et ça pour moi c'est très très important, c'est la troisième partie, la fin du propos. La psychologie positive se situe à 3 niveaux. Le niveau personnel, et donc vous avez des travaux de psychologie positive qui concernent un très grand thème, très large, c'est le bonheur, mais pas seulement le bonheur. Il y a aussi l'optimisme, la motivation, la résilience, le sens de la vie. C'est des thèmes qui ont un lien généralement avec le bonheur, mais ce n'est pas la même chose, donc c'est important de distinguer. Mais la psychologie positive ne s'intéresse pas qu'aux individus, elle s'intéresse au groupe. Le groupe, ça commence à 2. L'amour, l'amitié, ça fait partie des thèmes d'étude de la psychologie positive, mais plus largement, il y a beaucoup de travaux sur la coopération, l'empathie, la gratitude, le pardon, le respect d'autrui, la bienveillance, la confiance. Et puis il y a un troisième niveau qui est souvent peu mis en avant, et qui est pourtant celui qui, en tout cas en ce qui me concerne, est celui qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire que, et ça vient en fait, je dirais, c'est une conclusion des 2 premiers niveaux, et en particulier du deuxième, c'est-à-dire comment on peut construire une société plus positive dans ses institutions représentatives. Et quand je dis institutions, c'est aussi bien le monde du travail, l'école, la santé publique, la justice, l'économie, l'environnement, toutes sortes de phénomènes. En fait, l'idée, c'est en quoi des valeurs et des attitudes positives, telles que la coopération, l'empathie, la bienveillance, eh bien, pourraient non seulement avoir un effet positif, non seulement dans nos relations interpersonnelles, mais pourraient impacter sur les politiques publiques. Ça, c'est un thème sur lequel je travaille depuis des années, et ça finira bien un jour par un livre, mais l'idée, c'est que très ambitieusement ou très modestement, comme vous le souhaitez, eh bien, je suis aujourd'hui convaincu que la psychologie positive appliquée à large échelle dans des politiques publiques, ça pourrait changer le monde. Voilà, de manière positive. Et en fait, quand j'ai commencé en 2007 à écrire un livre sur ce thème, j'avais quelques lectures, quelques connaissances, et puis alors, je discutais comme ça de ce truc. Et alors des gens m'ont dit, mais oui, enfin, c'est bien, mais on voit que vous ne connaissez pas la nature humaine. L'être humain, fondamentalement, il est égoïste, il est violent, donc nous parler d'une société d'empathie, de coopération, mais vous rêvez. Alors du coup, je me suis dit, il faut que je fasse un chapitre introductif sur qu'est-ce que l'être humain qui pourrait correspondre à cette société. Parce que, moi j'ai souvent dit à des étudiants, toute politique publique est basée sur une conception de l'être humain, sur une anthropologie. C'est-à-dire, par exemple, une politique publique autoritaire, eh bien ça correspond à une vision de l'être humain dangereux, violent, effectivement, et il faut à tout prix le restreindre, le contraindre pour éviter qu'il déborde. Une politique, je dirais, de type marxiste, eh bien, considère que l'être humain dépend essentiellement de son environnement, n'a pas de capacité de volonté propre, et c'est surtout son environnement qui va agir, et donc il faut modeler l'individu en fonction de l'environnement. Et une politique publique, je dirais, de type coopératif, tout ça, eh bien, ça postule que l'être humain a une capacité à l'empathie, une capacité à la coopération. Et alors, j'ai commencé à écrire 20 pages autour de connaissances, faire une sorte de bilan des connaissances sur l'être humain, qui n'est pas que violent ou pas que égoïste. Quels sont les travaux qui portaient sur ce sujet? J'ai découvert tellement de choses que ces 20 pages sont devenues un livre qui s'est appelé « La bonté humaine ». Après, je me suis dit, bon, très bien, maintenant je m'attelle au livre. Et je me suis dit, par quel chapitre je vais commencer? Je vais commencer par l'entreprise, le monde du travail. Et 25, 30 pages, c'est devenu un bouquin de 500 pages. Alors j'espère ne pas faire la même chose pour tous les chapitres que j'ai prévus, parce que, vu mon âge, je serais mort avant d'avoir fini. Mais l'idée, c'est qu'en fait, cette idée de mon intérêt pour l'entreprise, les entreprises humanistes, ça vient d'un intérêt plus large, d'une vision de la société
une vision humaniste de la société dans laquelle on s'efforce de coopérer et d'être bienveillant envers nos semblables. Voilà. Alors donc, comme je vous l'ai dit, il y a 3 niveaux de la psychologie positive, et je vais vous... il y aurait beaucoup de thèmes, et alors, les thèmes dont je vais vous parler, je vais aller assez vite pour vous donner une idée, la plus large possible, mais je n'ai pas le temps, évidemment, dans le temps qui m'est imparti, de creuser. À la fin, il y aura des questions-réponses, hein, bien évidemment. Sur le niveau personnel, je vais aborder 3 aspects. Le bonheur, enfin, au moins le bien-être, la satisfaction, mais la motivation et le sentiment d'utilité. Le deuxième niveau, donc interpersonnel, je vous parlerai de la bienveillance et de la reconnaissance, de la coopération et de l'esprit de service. Et ensuite, troisième niveau, je vous parlerai de la finalité et de la protection de l'environnement. Et je conclurai par, ça me ramènera un peu à ce que je vous ai dit au début, sur une certaine vision du monde, de la société. Alors d'abord, sur le premier point, il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont été faites sur le bien-être, la satisfaction, le bonheur en entreprise. Alors après, les thèmes sont variés. Ah oui, non, d'abord, je voudrais vous montrer 2 petites images rigolotes. Voilà, ça c'est un syndrome un peu bien français. Voilà, quand vous parlez de bonheur, ça fait sourire les gens et vous ne prennent pas trop au sérieux. Et voilà. Alors, on peut prendre le contre-pied de ça avec cette autre image plus sympathique. Pourquoi ne pas être heureux, finalement, ce n'est pas impossible. Alors, le bien-être, la satisfaction au travail, il y a pas mal de facteurs qui y contribuent. Moi, il y en a 3 qui me semblent particulièrement importants. Premièrement, c'est le fait de faire un boulot qu'on aime. Alors ça... Bon, ce n'est pas un scoop, on n'avait peut-être pas besoin de travaux de psychologie positive pour le savoir, mais c'est quand même important de le rappeler, en particulier quand on est parent et qu'on envisage l'avenir de son enfant. Est-ce que ce qu'on envisage pour son enfant, c'est la réussite sociale ou l'épanouissement dans le travail? Voilà. Et il y a quand même des personnes dont, en quelque sorte, l'élan vital a été coupé, parce qu'ils ont suivi l'orientation parentale, et des fois, à 40 ans, ils changent complètement de carrière. Ils prennent peut-être un boulot qui est beaucoup moins valorisé socialement, mais qui correspond à leur sensibilité, leur personnalité profonde. Donc, même si ce n'est pas un scoop, c'est important de rappeler cet élément-là, c'est quand même central. Moi, j'ai toujours dit à mes enfants que ce qui est important dans le métier, c'est de faire un métier qu'on aime, que le reste, c'est vraiment secondaire. Voilà. Et que si on choisit un métier qu'on aime, eh bien, on finira, même si c'est difficile parfois, par y arriver d'une manière ou d'une autre. Les parcours sont parfois un peu chaotiques. Je suis assez bien placé pour le savoir parce que personnellement, j'ai eu un parcours très chaotique. Et je fais aujourd'hui un métier que j'aime énormément. Enfin, voilà, donc c'est la vie. Le deuxième élément important, c'est les bonnes relations au travail. Et ça, c'est très important, les bonnes relations à l'horizontale, mais tout particulièrement les bonnes relations avec son supérieur hiérarchique direct. D'où l'importance du management. Et ça nous ramènera au deuxième niveau dont je parlerai tout à l'heure. Ça, c'est se sentir apprécié, reconnu par son supérieur direct est une source essentielle de bien-être au travail. Et troisième élément important, il y en a d'autres, il n'y a pas que ces 3-là, mais un troisième élément essentiel, et il a longtemps été ignoré, on ne s'est pas trop intéressé, puis maintenant on s'est rendu compte que c'est quelque chose de central, eh bien c'est de se sentir utile au monde, quel que soit le métier qu'on fait. Alors il y a des métiers, par exemple, on pourrait dire, ça paraît peut-être plus évident, mettons infirmière par exemple ou travailleur social, mais moi j'ai discuté par exemple avec des ouvriers d'usine qui aimaient leur métier et qui pourtant, vu peut-être de certains points de vue, ils faisaient un travail assez répétitif en faisant des pièces d'usine, mais et ils aimaient leur métier, ils étaient satisfaits de ce qu'ils faisaient, et quand je leur pose la question, il me dit « Qu'est-ce qui fait que vous aimez votre métier ?» Et il dit « Mais
ou on, enfin si c'était à plusieurs, mais moi je suis fier, mon métier est noble et ma principale satisfaction c'est de faire des belles pièces pour le client. Donc une vraie fierté, mais pas seulement de faire des pièces, de faire des belles pièces pour le client. Et ça c'est quelque chose qui est très très important, le fait de se sentir utile. J'y reviendrai donc dans quelques instants. Voilà. Alors, je voudrais donc vous parler d'un autre élément, c'est la motivation. Il y a beaucoup de théories de la motivation, il y a plus de 100 théories de la motivation, et en fait, il y en a une qui est vraiment très utilisée, c'est la distinction entre deux formes de motivation. Motivation intrinsèque, on pourrait dire motivation interne à la personne, motivation extrinsèque, motivation externe. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, c'est très simple. Ça a surtout été étudié au travail et à l'école et au travail, enfin l'école, dans l'enseignement, dans tous les niveaux, et dans le monde du travail. Alors, si je prends l'école, par exemple, vous avez, comment dire, si vous avez deux élèves qui suivent un cours d'histoire, par exemple, et que ces deux petits gamins sont tous les deux motivés, et il y en a un, il trouve ça passionnant parce que, comment dire, alors il y en a, les garçons, des fois, ils aiment bien les guerres, ou je ne sais pas, en tout cas, les rencontres, tout ce qui se passe, la diplomatie, ou que sais-je encore, c'est passionnant. Et puis, c'est un lien aussi avec la géographie, parce qu'il y a eu entre tel ou tel pays. Et il étudie, il écoute bien, le soir il révise son manuel d'histoire, et à côté il y a un autre qui est aussi très motivé, qui écoute l'enseignant et qui le soir révise ses cours. Mais le premier, lui, ce qu'il trouve passionnant, c'est l'histoire. Le deuxième, il est motivé, mais ce qu'il trouve intéressant, c'est les notes à la fin du trimestre. Alors, le premier, il est en motivation interne, en motivation intrinsèque, on va dire, et le deuxième en motivation extrinsèque. Peuvent être tous les deux motivés. Mais ce qu'on s'est rendu compte, enfin, des études expérimentales avaient laissé supposer dans un premier temps que plus vous mettez l'accent sur la motivation extrinsèque, plus vous diminuez la motivation intrinsèque. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, en l'occurrence, plus vous mettez l'accent sur les notes, plus vous risquez de diminuer l'intérêt pour la matière. Alors ça, c'est un très bon argument pour, vous savez, tout le courant qui veut diminuer ou éliminer les notes à l'école. Et je trouve ça une position plutôt humaniste. Maintenant, si vous transposez ça au monde du travail, la conclusion qu'il faut en tirer, c'est de donner un conseil au patron, payer le moins possible vos salariés pour qu'ils soient le plus heureux possible au travail, le plus motivés au travail. Parce que si vous augmentez les salaires, ça va diminuer la motivation intrinsèque. Vous suivez toujours. Et là, on se dit, c'est un peu moins humaniste quand même. Vous voyez ? C'est moins sympa quand même. Alors, en fait, c'est plus complexe que ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que la motivation extrinsèque, c'est-à-dire les notes à l'école ou bien le niveau de revenu au travail, peut augmenter ou diminuer la motivation intrinsèque, selon un certain nombre de facteurs. En fait, le facteur principal, c'est celui qui est sujet de la situation, l'élève ou le salarié. Quelle interprétation il fait, quel sens il donne à cette motivation extrinsèque qui vient sur lui. Au travail, quelle interprétation le salarié fait du salaire élevé qu'on va lui donner ou des primes qu'on lui donne. Si c'est un sentiment de manipulation, on fait ça pour l'augmenter sa production, eh bien ça diminue sa motivation interne. Si c'est perçu comme une reconnaissance, comme un remerciement, une reconnaissance, eh bien, ou une confiance, eh bien, ça augmente sa motivation intrinsèque. Alors, moi, après avoir lu beaucoup d'études sur le sujet, je constatais qu'il y a des fois, effectivement, ça augmente, ça diminue, enfin, le niveau de revenu augmente ou diminue la motivation intrinsèque. J'ai essayé d'approfondir, d'essayer de comprendre. Et alors, ce que je vais vous dire, c'est un petit peu, pas caricatural, mais ça demanderait d'être un peu nuancé. Mais par exemple, si vous prenez deux formes différentes, qui sont un, le salaire, deux, les primes, un salaire élevé par rapport à ce qui se fait lorsqu'un recruteur
quand un cadre recrute un salarié, et s'il offre un salaire supérieur à ce qui se fait, un bon salaire par rapport à ce qui se fait dans la profession, c'est perçu comme une marque de confiance. C'est-à-dire que quand vous êtes en entretien d'embauche, eh bien, les postulants, ils disent, oui, ils montrent tout ce qu'ils savent faire, et ils disent, je suis très motivé pour venir chez vous. Ça, c'est logique, hein, ils ne vont pas dire le contraire. Mais il n'y a rien qui le prouve. Leur capacité, normalement, s'ils n'ont pas triché sur les diplômes, leur capacité, elle est là, mais leur niveau d'engagement, de motivation, il n'y a rien qui le prouve. Donner un bon salaire, c'est une preuve a priori, je vous fais confiance, je considère que vous êtes un élément de valeur et je vous fais confiance. Ça augmente la motivation intrinsèque. Donc vous voyez, c'est de la motivation extrinsèque qui augmente la motivation intrinsèque. En revanche, les primes ont tendance à diminuer la motivation intrinsèque parce que c'est un peu du chantage, pas du chantage, mais enfin du donnant-donnant. Si tu me prouves que tu bosses, moi, je te récompenserai. Mais ce n'est pas une confiance a priori, c'est a posteriori. Alors ça, c'est la tendance générale de différence entre ces deux aspects, mais c'est plus compliqué que ça. Mais retenez l'idée majeure, c'est parce que des fois, il y a des primes qui sont perçues comme du remerciement, vous voyez, et pas comme de la reconnaissance et du remerciement. Voilà. L'élément central, c'est quelle idée le salarié se fait de l'intention qu'a son supérieur hiérarchique à travers les systèmes. Voilà. Bon, je vais passer. Je voudrais juste... Voilà, il y a quand même... Ça, c'est les différents éléments que... voilà. Bon, je vais passer... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, beaucoup d'études ont montré aussi que notre principale motivation au travail n'est donc pas l'argent. Il y a des travaux, par exemple, qui ont étudié des gens qui ont, qui ont gagné au loto, qui ont gagné des grosses sommes d'argent avec des métiers modestes. Pour gagner la même somme, il faudrait qu'ils travaillent 200 ans ou 2000 ans. Enfin, bon. Et une bonne partie, la majeure partie, quel que soit le niveau de rémunération, continue à travailler. La plupart il y en a qui arrêtent, et la plupart, c'est des gens qui ne sont pas très loin de la retraite, ou bien ce sont des gens qui arrêtent leur métier, mais précisément parce qu'ils ont un rêve d'un autre métier et qui vont arrêter ce qu'ils font pour se lancer dans une entreprise qu'ils ont envie de créer ou des études qu'ils ont envie de faire. Et donc, ce n'est pas un arrêt de l'activité, c'est vraiment... la plupart des gens, en fait, aiment le travail et continuent. Voilà. Et oui, par exemple, quelque chose quand non, je viendrai après. Donc, aussi, il y a des travaux, par exemple, sur l'orientation. C'est comment on considère notre travail. Alors, travaux d'une chercheuse qui s'appelle Wrzemiecki, c'est un peu compliqué, mais qui dit que le travail, on peut le considérer de trois manières. Soit comme un job. Donc, moi, lundi, je vais au boulot comme un lundi, quoi, j'attends le vendredi. Et à la fin, quand c'est l'époque des vacances, j'attends les vacances, quoi. Donc le boulot, c'est uniquement alimentaire, c'est une source de revenus. Et là, on est en motivation extrinsèque pure. Hein. Et puis, vous avez une autre façon, c'est de considérer le travail comme une carrière. La carrière, c'est-à-dire qu'il y a le côté financier, certes, mais il y a un côté progresser dans le métier et donc avoir un statut social, une reconnaissance et des revenus plus élevés. Donc, il y a une sorte de motivation progressive. Alors ça, c'est une plus forte motivation, bien sûr, mais elle a un souci, il y a un souci qui est lié, c'est qu'est-ce qui se passe quand vous avez un objectif, par exemple, et que vous l'avez atteint, un objectif de carrière, vous l'avez atteint. Eh bien, parfois, il y a des gens, ça les démotive. Vous savez, il y a des travaux qui ont été faits, par exemple, sur les sportifs de haut niveau, et par exemple, par rapport aux Olympiades, aux championnats du monde. Et on s'est rendu compte que des médailles d'or, des médaillés d'or, alors pendant quelques jours, quelques semaines où ils ont la médaille d'or, ils sont super heureux et des fois, après, ils dépriment parce qu'ils sont arrivés tout en haut. Ils ne peuvent plus dépasser le niveau
Et alors, sauf ceux qui, par exemple, comme des Nadal, Federer, mettons, ils continuent à avoir des numéros 1, ils continuent à être numéro 1 pendant un certain temps, mais il y en a, ils savent que leur niveau, enfin, ils ont eu la médaille d'or, mais ils n'en auront pas de deuxième, quoi. Et on a observé paradoxalement que quelques temps après, un certain nombre eh bien, dépriment. Eh bien, parfois dans le métier, quand vous avez atteint votre objectif de carrière, eh bien, ça dure un certain temps la satisfaction, puis après, ben, si votre objectif c'est effectivement la carrière, eh bien, c'est insuffisant pour maintenir une motivation longue. Alors, il y a un autre aspect, c'est de considérer comme une vocation. Alors, quand on dit vocation, on pense vocation religieuse, vocation médicale, mais vocation, c'est de façon beaucoup plus large. Et ce qu'on sait aujourd'hui, si vous voulez, vous avez des métiers qui ont plus tendance à faciliter effectivement le sentiment d'une vocation. Ce que je viens de dire, ça peut être aussi travailleur social, ça peut être avocat, ça peut être chercheur, voilà. Ça, c'est une chose. Donc, si on exerce ce métier, on aura plus de probabilité, certains métiers, on aura plus de probabilité. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ça ne dépend pas seulement du type de métier, mais aussi de la personnalité des gens. Et que vous avez des gens, en fait, ils ont une manière d'être, d'aborder le monde qui fait qu'ils trouvent, même dans des métiers humbles, simples, eh bien, le sentiment d'une vocation. Moi, j'ai été très marqué, et c'est souvent lié au sentiment que mon métier est utile au monde. Moi, j'avais été très marqué par une personne. Tous les ans, j'allais faire quelques jours de formation dans un organisme qui accueillait des jeunes en difficulté, qui essayaient de s'insérer socialement et tout ça. Et très vite, puis à chaque fois que je revenais, j'étais très marqué par une personne qui était, je dirais, presque un sourire permanent, qui était gentille, qui était accueillante. Et cette personne, c'était la femme de ménage. Et j'en discutais un jour avec le directeur, et il me dit, c'est notre rayon de soleil. Les jours où elle est en congé, c'est plus la même atmosphère, ça se sent, elle n'est pas là, ça se sent. Alors, moi, j'étais vraiment épaté par ça, et un jour, j'ose lui poser la question. C'est gênant de dire à une personne, en quelque sorte, comment ça se fait que votre boulot, femme de ménage, ça vous donne le sourire. Vous voyez, parce que c'est un peu délicat à poser comme question. Alors, je ne sais plus comment je l'ai posé. Elle a tout de suite très vite compris. Elle m'a mis à l'aise. Elle m'a dit, il n'y a pas de problème. Et elle m'explique pourquoi elle est heureuse de faire ce métier et que ce métier a du sens pour elle. Alors, c'est une femme maghrébine qui a grandi dans un petit village, Bled, et qui est un tout petit peu allée à l'école, mais pas beaucoup. Mais l'école, ça lui a plu. Elle aurait aimé continuer à aller à l'école. Elle n'a pas pu. Et c'est son grand regret de sa vie. Et après, elle est arrivée en France, elle fait des ménages. Et elle me dit, quand je suis ici, je suis vraiment bien parce que, en fait, c'est des jeunes, ils ont des difficultés, ils ont du mal, mais ils ont envie d'apprendre. Alors, ce n'est pas forcément vrai de tous, mais elle, c'est ça qu'elle pensait, et qu'elle faisait tout pour leur donner les meilleures conditions pour qu'ils puissent apprendre et qu'ils soient bien quand ils étaient là. Eh bien, tous les jeunes la respectaient, il n'y avait pas de papier qui traînait, c'était vraiment, ils l'aimaient beaucoup, vous voyez, et elle avait fait de ce métier, que beaucoup auraient considéré comme un simple job, elle en avait fait une vocation. Et moi, je trouve ça formidable, il y a des gens qui font des métiers très humbles et qui en font des vocations, et il y a des gens qui ont des métiers avec une notoriété sociale, avec des revenus, et qui le considèrent comme un job. Un des métiers qui produit le plus de dépression, enfin ça a été étudié aux États-Unis, c'est le métier d'avocat d'avocat d'affaires internationales. C'est un des métiers les mieux payés, bien évidemment, mais ces gens-là sont malheureux parce que, en fait, c'est un des métiers où il y a le plus de taux d'alcoolisme. Parce que, en fait, ils sont uniquement dans un univers d'antagonisme, c'est toujours gagner en faisant perdre l'autre, et sur des sommes d'argent, enfin, comme projet existentiel, c'est relativement insuffisant pour construire une vie heureuse. Et donc, la hiérarchie du bonheur au travail est très souvent très indépendante de la hiérarchie des salaires. Vous savez, en France, on a parfois des reportages, vous le savez, sur les... Je pense que vous les avez, enfin que j'ai en France en métropole, mais je pense que vous les avez à La Réunion. C'est au niveau des agriculteurs. Des fois, au journal de 20h, on parle des drames des agriculteurs, des suicides d'agriculteurs. Vous l'avez, je pense, aussi à La Réunion, ce genre de choses.
Oui, je pense. Nous, c'est un truc assez récurrent, enfin, dans les infos. Et alors, ça, c'est vrai, je ne vais pas le nier, mais en même temps, il y a eu plusieurs enquêtes nationales sur les métiers qui rendent heureux, et on s'est rendu compte que dans toutes les enquêtes, les agriculteurs étaient parmi ceux qui arrivaient en premier, et dans une enquête il y a quelques années qui avait été faite par Nouvel Obs, c'était la profession qui arrivait en tête des professions les plus heureuses. Et lorsque ce sondage était sorti dans la presse, donc Nouvel Obs, quelques jours après, moi j'intervenais dans un colloque de coopérative agricole. Et donc je leur ai posé la question, je leur ai dit, voilà. Et en fait, il dit, bah oui, on n'est pas étonnés, nous, on est fiers de notre métier. Alors d'abord, on fait un métier, nous on est à la campagne, enfin en général, ils aiment ça, on est libre, on n'a pas de personnes qui viennent nous embêter, et surtout, ce qui m'a été dit, enlevez les agriculteurs de la planète et vous voyez le résultat. On est les premiers nécessaires sur cette terre pour l'humanité. Et donc on est fiers de ça. Donc c'est ce sentiment d'être utile au monde qui est quelque chose de très important. Et donc vous n'avez pas de lien entre la hiérarchie des salaires et la hiérarchie du bonheur. Ce que montrent aussi ces études, mais c'est sous-entendu dans ce que je viens de dire, c'est qu'en fait, et Seligman aussi insiste beaucoup là-dessus, c'est que de tout métier, on peut le transformer en vocation. Voilà, bon ça on va passer. Voilà, se sentir utile. Alors, j'ai déjà un petit peu fait des petites touches, mais surtout je voudrais dire quelque chose parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits par un psychologue américain qui sont très intéressants, qui s'appelle Adam Grant, et qui a montré quelque chose, qu'une des sources principales de motivation, c'est lorsque on permet à des salariés de montrer l'impact positif de leur travail sur ceux qui en bénéficient. Alors lui, il a fait des travaux en particulier sur des gens qui sont payés pour faire de la recherche de fonds, du fundraising, pour une association qui donnait de l'argent à des jeunes qui avaient peu de moyens, mais qui voulaient faire des études. Et donc, qui permettait de financer l'étude de jeunes qui n'auraient pas pu sans ça. Donc, des personnes téléphonaient, notamment à d'anciens élèves d'associations universitaires, mais aussi toutes sortes de gens, enfin voilà, pour récupérer de l'argent. Et puis, Adam Grant a proposé à cette association de faire quelque chose, donc ça a été à la fois une action pour l'association, mais c'était une recherche, ça fait une recherche-action, c'était d'inviter un étudiant qui bénéficiait de ça, ou qui avait fini ses études, qui avait bénéficié de ça, et de venir parler devant ces personnes qui étaient au téléphone en train de chercher des sous. Et ils ont fait ça, ça a été une étude expérimentale très très bien montée au point de vue méthodologique, et on s'est rendu compte que dans les jours qui ont suivi, sans que les gens prennent plus de temps au téléphone, eh bien ça a augmenté les fonds qui avaient été recueillis. Parce que les gens se sont rendus compte à quel point ce qu'ils faisaient était utile, avait du sens. Ce n'est pas seulement de le savoir dans la tête, c'est de le voir concrètement avec un cas réel. Ils ont vraiment réalisé que leur métier était utile et donc ils étaient beaucoup plus convaincants au téléphone. Et il suffisait d'ailleurs de dire bah, « Regardez, la semaine dernière, j'ai rencontré un jeune, voilà ce que ça a fait. » Vous voyez, ça donne un impact important. Et alors que des fois, dans certaines entreprises ou dans le service public, on se pose la question de comment motiver nos salariés par la carotte. Et vous savez, dans le service public, par exemple, les cadres du service public, des fois, ils disent « Ah, mais moi, c'est embêtant parce que comparativement à mes collègues, mes équivalents qui travaillent dans le privé, moi, je n'ai pas de marge de manœuvre sur la motivation de mes salariés, de mes collaborateurs. » Pourquoi ? Parce que les salaires, les rémunérations dans le service public sont beaucoup plus encadrées, contraintes que dans le privé. Mais je n'ai pas de marge de motivation pour motiver mes collaborateurs. C'est-à-dire que le premier réflexe qui vient à l'esprit de certains, c'est de les motiver par l'argent, par la carotte. Alors que le service public, être au service du public, il y a énormément de travaux qui ont été faits sur ce thème, la motivation de service public, qui concerne tout le monde d'ailleurs, pas seulement les fonctionnaires, mais en particulier les fonctionnaires. La motivation de service public, être motivé pour être au service du public, c'est une des principales sources de motivation
Donc, ils sont au contraire en très bonne situation pour faciliter la motivation. Mais si on considère que l'argent, c'est l'unique source de motivation, on se plante. Et il faut savoir, il y a des études qui sont très intéressantes. On a demandé à des cadres quelles sont vos sources de motivation principales au travail. Et les réponses qu'ils ont données, questions ouvertes, donc ils pouvaient répondre ce qu'ils voulaient. Et après, les chercheurs les ont classés en deux catégories, ce qui relevait plutôt de la motivation intrinsèque ou plutôt de la motivation extrinsèque. Et les cadres ont surtout donné des réponses de type intrinsèque. C'est l'amour du travail, c'est d'être au service des personnes, c'est toutes sortes de choses comme ça. Et le côté prime, salaire, vacances ou autre, progression de carrière, arrivait, mais nettement plus loin. Et on leur a demandé, à ces mêmes cadres, et vos collaborateurs, quelles sont leurs principales sources de motivation. Et les principales sources de motivation qui étaient exprimées, eh bien, c'était le salaire, les primes, les congés. Vous voyez la différence? Moi, je suis en motivation intrinsèque, mais les autres, surtout ceux qui sont en dessous de moi, ils sont en motivation extrinsèque. Mais, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, les mêmes chercheurs ont posé la même question aux collaborateurs. Réponse des collaborateurs, les motivations mises en avant sont essentiellement des motivations intrinsèques. Eh oui! Donc, c'est se tromper de penser que les collaborateurs, ils sont en motivation extrinsèque. Partons du principe que les gens aiment travailler, aiment leur métier, ont envie de faire un beau métier pour les autres. Voilà. Et donc, cette idée est centrale. Et ça, c'est quelque chose qui serait vraiment à développer. C'est que les cadres, eh bien, puissent donner l'occasion aux salariés de rencontrer des personnes qui bénéficient de ça. Là, vous avez un truc en anglais, mais Adam Grant a fait un très bon livre qui a été traduit en français, qui s'appelle, très mauvaise traduction du titre, mais le reste est bien traduit. Adam Grant, donc, donnant, qui n'est pas du tout le sens de son livre, au passage, mais ça c'est... voilà, et par exemple, moi qui connais un petit peu le monde du travail social, eh bien, moi j'invite par exemple les travailleurs sociaux qui travaillent dans des établissements à faire des institutions, des foyers, disons, à faire des journées, pas des journées portes ouvertes pour le public autour, non, des journées d'invitation des anciens, de ceux qui sont passés par l'établissement, qui sont maintenant devenus des adultes, d'essayer de les retrouver. C'est plus facile pour les garçons, parce que les filles, des fois, eh ben, elles sont mariées, elles ont changé de nom, mais d'essayer de retrouver ces anciens, ces anciennes, et de venir les faire témoigner, parce que beaucoup s'en sont sortis, ils n'ont plus le contact, mais ils ont des bons souvenirs, pas tous, mais certains, ils disent que, moi j'en ai rencontré pas mal, eh bien, ils disent que c'est grâce au passage dans cet établissement, tel établissement, qu'ils ont pu se reconstruire. Et ça fait un effet extraordinaire, à la fois sur les travailleurs sociaux, qui voient, parce que souvent ils voient passer des jeunes, mais ils ne les suivent pas à long terme, donc ils ne savent pas ce qu'ils sont devenus plus tard, qui voient l'impact de ce type d'établissement, et puis ça a un impact extraordinaire aussi, et ce n'est pas négligeable, sur les jeunes eux-mêmes, parce qu'ils peuvent se représenter, se projeter dans l'avenir en s'identifiant à ces personnes qui sont passées. D'ailleurs, il y a des moments très émouvants lorsque un jeune fait visiter la chambre à quelqu'un qui était 15 ans avant. Ça peut être des moments très forts. Donc c'est important de voir l'utilité de ce qu'on a fait. Je vois que je ne vais pas très vite, mais donc le niveau interpersonnel, la bienveillance et la reconnaissance, c'est un élément très très important. Beaucoup de travaux ont été faits sur ce thème. Je vous donne simplement un exemple d'une histoire qui m'a beaucoup marqué. C'est quelqu'un qui savait que je travaillais sur le sujet et qui m'envoie un mail, et plusieurs mails d'ailleurs, en disant regarde, ce que notre patron nous envoie comme mail. Et en fait, c'était un mail, c'est une structure parapublique avec des fonds européens, des fonds régionaux, qui aident au démarrage d'entreprises et à l'échelon territorial. Et à Laval, en Mayenne, un petit peu le centre de la France, pas tout à fait, mais centre-nord. Ils avaient fait une opération, toute une équipe, et lui, il avait fait un remerciement. Mais un remerciement collectif, mais après, je vous remercie parce que c'était une belle opération, hein, et après, merci à Christelle qui a fait ceci, cela, merci à Thierry qui a fait ceci, cela. Chacun était remercié individuellement.
Et ils étaient... Alors moi, après, je l'ai rencontré, j'ai rencontré ces équipes, et ces équipes étaient extrêmement sensibles à la qualité de l'attention qu'il apportait à chacun, de la reconnaissance qu'il faisait du travail de chacun individuellement. Ça, c'était vraiment très, très impressionnant. Et lui, il me dit qu'il lui arrivait de passer une journée à faire un mail de remerciement. Une journée à faire un mail de remerciement. Extraordinaire. Mais l'impact que ça avait, ce n'était pas du temps perdu, je peux vous le dire. Et il ne le faisait pas pour la productivité, il le faisait parce que c'était sa manière d'être. Il m'a expliqué que, par exemple, en fin d'année, les fameux entretiens annuels d'évaluation, eh bien, il y en avait des fois qui se critiquaient parce qu'ils avaient raté. Et lui et sa collègue, la sous-directrice, eh bien, leur objectif unique pendant ces entretiens d'évaluation, c'était de montrer tout ce que chacune avait réussi au cours de l'année. Et que c'était pour eux la principale source d'encouragement pour continuer l'année qui était à venir. Ce n'est pas toujours le cas de tous les entretiens annuels d'évaluation dans d'autres univers, mais je fermerai la parenthèse. Et il me disait, par exemple, il lui arrivait d'avoir dans le bureau quelqu'un qui venait, un membre de l'équipe qui venait, qui était malheureux, qui était parfois même en larmes, parce qu'il y avait eu un problème avec un partenaire, ça s'était mal passé, ou enfin différents problèmes, ça peut arriver, vraiment pas bien, quoi. Il dit l'entretien va durer une demi-heure, trois quarts d'heure. Si au bout des trois quarts d'heure de discussion, cette jeune, il ressort et qu'il n'a pas la sourire, la banane jusqu'aux oreilles, je n'ai pas ma place ici. Je n'ai rien à faire ici. C'est quelqu'un qui considère que la valorisation, la reconnaissance de chacun de ses salariés, c'est sa fonction en tant que chef d'équipe, directeur d'un établissement. Alors, je vais passer... Voilà, ça on va passer. Mais je voudrais vous parler aussi de la coopération. Vous avez des cadres qui pensent que pour que ça fonctionne, pour que ça soit efficace, il faut qu'il y ait de la compète entre les individus dans une équipe ou entre plusieurs équipes. C'est faux. Ça augmente la productivité de certaines personnes et ça diminue globalement, radicalement, la productivité du groupe. Parce que aujourd'hui, de plus en plus demain, eh bien, on a besoin de travailler en interdépendance et de fonctionner en groupe. Donc, mettre de la compétition entre les uns et les autres, ça flingue l'esprit de groupe et c'est catastrophique. Quelque chose qui m'a marqué, tous les patrons que j'ai rencontrés, que je qualifie d'humanistes, sont extrêmement sensibles à leur mode de recrutement. Ils font très attention, bien sûr, recrutement en fonction de compétences professionnelles, mais tout autant, voire plus et plus en fait, eh bien, la qualité humaine, l'esprit, le goût pour travailler ensemble notamment, l'esprit de service pour les autres, pour les collègues, pour la société. Et par exemple, quelqu'un qui s'appelle Christophe Laranduche, qui a créé une structure qui s'appelle Sagarmatha, il m'expliquait que, donc Sagarmatha, ils font de l'événementiel d'entreprise, c'est-à-dire que des fois, une fois par an, par exemple, ou tous les 2 ans, une banque va organiser une grande rencontre des cadres de toute la France, et avec un côté sérieux et festif, bon, mi-sérieux, mi-festif, et ils sont chargés d'organiser ce genre d'événement. Bien. Et quand ils recrutent, évidemment, il faut que ce soit des jeunes, des personnes, c'est souvent des jeunes, qui ont le goût d'organiser des choses, qui ont fait organiser des fêtes quand ils étaient étudiants, des choses comme ça. Bon, qui ont un esprit logique, organisé, voilà. Mais, plus important, il dit, alors quand il reçoit les gens, à chaque fois, il dit, moi j'ai un problème, parce que elle vient et elle m'explique tout ce qu'elle sait faire, elle a un CV, tout ça. Et je dis, bon, ça d'accord, mais le CV, j'ai eu l'occasion de le lire un peu avant, j'ai une petite idée, mais ce n'est pas ça qui m'importe. Moi, ce qui m'importe, c'est tout ce que cette personne ne sait pas faire, et donc en quoi elle a le sentiment qu'il est nécessaire pour elle d'avoir besoin des autres. C'est ça qui m'importe, qu'elle ait conscience de ça. Il dit, à Sagarmatha, penser qu'on peut faire les choses tout seul, c'est quasiment une faute professionnelle. Et ce n'est pas quelqu'un qui est en train de chercher les fautes professionnelles chez les gens, c'est une manière de parler qu'il a. Et alors, quand il reçoit les gens ils lui expliquent tout ce qu'ils savent faire, puis à un moment, il leur explique ça, et il dit l'esprit de la maison. Et il leur dit, écoutez, votre candidature m'intéresse, mais réfléchissez à ce que je vous ai dit, prenez le temps. Si vous êtes plutôt dans une dynamique, ouais, il faut réussir, c'est la compète, il faut que je fasse plus de résultats que le collègue d'à côté,
c'est pas la peine de me rappeler parce que ça marchera pas. Enfin, l'avis des collègues jouera dans la décision et ça, ils n'auront pas envie de travailler. Par contre, si ce genre de fonctionnement, c'est l'entreprise dans laquelle vous rêvez de travailler, alors on peut se revoir. Et je peux vous dire, pour avoir discuté avec les uns et les autres, c'est impressionnant de voir à quel point il y en a un qui dit « Ah ouais, Muriel, ce que tu as fait la semaine dernière, c'était génial. » Et l'autre, il dit « Ah bah oui, mais heureusement qu'il y a Catherine qui m'a aidé, parce que sinon je ne serais pas arrivé, tel truc, tel truc. » Voilà. Et ils ont un bonheur de travailler ensemble, c'est assez impressionnant. Et ça, Christophe Laranduche, qui donc le patron qui a créé cette boîte, il me dit « On ne fixe jamais aucun objectif en fin d'année ou en début d'année pour l'année à venir. Jamais. » Et je pense que c'est grâce à ça qu'on explose les objectifs d'une année à l'autre. Voilà, donc la coopération, c'est quelque chose de très important. Maintenant, j'aurais vous parler aussi de ce qu'on appelle le leadership serviteur. Vous avez pas mal de théories du leadership, et elles sont toutes du type elles ont toutes été faites par des profs de sociologie des organisations ou de business school, sauf une. Alors vous avez, enfin, parmi ces théories, vous avez leadership charismatique, leadership transformationnel, transactionnel, il y a plein de noms, hein, avec des différences. Mais vous en avez une qui n'a pas été faite par un universitaire, qui a été faite par quelqu'un du terrain, qui s'appelle Robert Greenleaf, qui s'appelait parce qu'il est décédé, et qui était un cadre, et qui, après, une fois être arrivé à la retraite, il a écrit un livre qui s'appelait Servant Leadership. Et l'idée, c'est qu'un leader, c'est d'abord un serviteur. Alors, il faut savoir que... Alors, moi, j'ai rencontré des leaders, ce que j'appelle des serviteurs leaders. C'est très impressionnant. Ce que dit d'abord Greenleaf sur un serviteur leader, en anglais ça marche mieux parce que l'adjectif est toujours avant le nom, donc servante leader. Il dit, ces servantes leaders, ces serviteurs leaders, ce ne sont pas des leaders qui à un moment dans leur parcours, ils disent tiens, je vais me mettre au service de mes collaborateurs. C'est des gens qui sont d'abord des serviteurs, qui aiment être au service des autres et du monde, et que les circonstances de la vie amènent à être un jour en poste de leader, de responsabilité, de manager. Et donc, ce sont d'abord des serviteurs. Et il y a quelque chose qui est très impressionnant pour en avoir rencontré un certain nombre. C'est un côté un peu paradoxal c'est des gens qui sont à la fois très humbles, très modestes et très ambitieux. Et au début, ça fait bizarre. Et après, j'ai mieux décodé. C'est parce qu'en fait, c'est des gens qui sont très ambitieux, c'est-à-dire qu'ils ont un grand désir d'action sur le monde. Et je rajoute d'action positive sur le monde. Donc ils sont très entreprenants, très... Voilà. Quand je dis positive, ça veut dire, et sur le monde, ça veut dire aussi bien au niveau social, sociétal, donc faire du bien dans la société, et pour la planète, donc la responsabilité environnementale. Donc très ambitieux pour le monde. Et en même temps, très humbles dans leurs relations interpersonnelles, en particulier avec leurs collaborateurs. Je résume ça en disant donc qu'ils ont un très grand désir, une très grande ambition d'action positive sur le monde, mais aucune ambition de domination des personnes. Alors au début c'est un peu surprenant parce qu'on a tendance parfois à associer les deux. Les gens qui sont ambitieux pour agir sur le monde, ils sont ambitieux dans leur désir d'écraser les petits copains, vous voyez. Mais non, c'est deux choses complètement différentes. Et donc ça vous donne des serviteurs leaders. Alors Greenleaf, il a lancé cette idée, et puis après, des universitaires ont repris ça, ont fait des échelles avec différents critères de leaders-serviteurs. Donc, voilà. Alors, juste, oui, deux citations quand même. Celle-ci, théorique de Greenleaf, bien que lui était un praticien, mais d'un autre personnage dont on pourra pas... Enfin, voilà, je vous le montre. Nelson Mandela, qui... On peut dire, tout le monde est d'accord avec moi sur le fait de dire que ça a été un grand leader, eh bien, ça a été aussi un grand serviteur. Ça, c'est son premier discours une fois qu'il sort de prison. Vous avez les caméras du monde entier, vous avez des centaines de milliers de personnes devant lui, et il dit « Je serai votre serviteur ». Alors, donc des chercheurs ont essayé d'évaluer ce que pouvait être le leader-serviteur, ils sont arrivés à un certain nombre de choses, et... Évidemment, c'est assez positif. Et donc, si on demande à des cadres
on fait une échelle avec différents critères comme ça, et puis on demande à des cadres de la remplir. Il est probable que leur niveau va être très élevé. Donc on le demande, non pas aux cadres eux-mêmes, mais à ce qu'on appelle les N-1, c'est-à-dire ceux qui viennent juste derrière. Et puisque c'est quand même eux qui sont plus objectifs. Lorsque vous avez quelqu'un qui est à un niveau élevé, une équipe qui est emmenée en quelque sorte par un leader, un serviteur leader, eh bien, ça vous donne un certain nombre de résultats très positifs parce que chacun se sent reconnu. Voilà. Par exemple, un serviteur leader, eh bien, ils ont souvent, plusieurs m'ont dit ça, qu'ils avaient comme principe quand ils embauchent, d'embaucher des gens qui sont très bons dans leur domaine et donc meilleurs qu'eux-mêmes dans le domaine. Ils n'ont pas de problème d'ego de ce côté-là. Voilà. Alors maintenant, je vais terminer le dernier point. Le troisième niveau, le niveau sociétal, et je voudrais vous parler de deux aspects qui sont donc d'un côté la finalité de l'entreprise, d'autre côté la responsabilité environnementale, l'engagement environnemental. La finalité de l'entreprise, vous savez, il y a un principe qui a été enseigné dans les écoles de commerce depuis des années, c'est que la raison d'être de l'entreprise, c'est le profit des actionnaires. C'est une idée qui a été longtemps exprimée, et en particulier par un article en 1970 dans le New York Times par Milton Friedman, prix Nobel d'économie, et qui a dit ceci. Il y avait déjà un débat sur la responsabilité sociale, et il a dit la seule responsabilité sociale de l'entreprise, c'est le profit des actionnaires. Alors, aujourd'hui, c'est un discours qui peu le tiendrait d'une manière aussi radicale, même dans les écoles de commerce, mais il faut quand même savoir que c'est ça qui a dirigé toute la dynamique des écoles de commerce depuis des dizaines d'années. Mais aujourd'hui, on ne le dirait plus autant aussi radicalement, certains oui, mais pas la majorité. On nous parle de trois niveaux de performance, trois types de performance, 3 P. La première, performance du P du profit, mais on dit, certes, donc, mais on dit en fait l'entreprise n'est vraiment performante que si elle a 3 P, donc le profit, deuxième P, les personnes, en anglais people, et troisième P, la planète. Une entreprise n'est performante que si elle est performante sur ces trois aspects, le profit, les personnes et la planète. Alors ça, c'est depuis 15-20 ans, se développe cette idée-là, et c'est formidable. Sauf qu'il faut le nuancer parce que lorsqu'on lit en détail ce qu'écrivent les personnes qui tiennent le triple P, en quelque sorte, le discours du triple P, eh bien, ils nous disent, pour qu'une entreprise fasse du profit, il faut qu'elle soit à la fois responsable socialement et environnementalement. Donc la finalité est le profit. La responsabilité sociale et environnementale ne sont pas incompatibles, elles sont compatibles, mais elles sont au service. Elles sont au moyen, au service de la fin, qui est toujours le profit. Pour avoir rencontré un certain nombre d'entreprises qui sont aussi bien dans le tertiaire, mais aussi bien dans le lourd, dans le dur, dans l'industriel dur, eh bien, et que je qualifie d'humaniste, eh bien, à la suite d'avoir fait ces rencontres, moi je fais la proposition inverse. Je propose que la finalité des entreprises, ça soit le bien commun. Le bien commun, c'est à la fois le respect de la planète et le respect des personnes. Et quand je dis le respect des personnes, c'est aussi bien en amont, avec les fournisseurs, au milieu, c'est-à-dire fournir des bonnes conditions de travail matérielles et relationnelles aux salariés, et en aval avec les clients, faire des produits de qualité, des services de qualité pour les clients, pour les consommateurs. Ça devrait être la finalité des entreprises, servir le bien commun, servir le monde et la planète. Et pour cela, l'entreprise, elle a besoin de durer dans le temps. Et donc, elle a besoin de gagner de l'argent et d'être un minimum profitable, les actionnaires pouvant être des partenaires remarquables dans les entreprises humanistes. Parce que c'est grâce à eux qu'on peut faire des investissements, notamment sur le plan environnemental et tout ça. Et vous avez évidemment tout le problème de l'actionnariat pourri, tout ce que vous voulez, mais vous avez des actionnaires dans des entreprises qui ont une autre conscience de leur responsabilité. Et donc, lorsque tout ça marche ensemble, eh bien, on peut avoir une entreprise qui est au service du monde.
Je vais passer sur ça. Et j'arrive tout... alors, je précise quand même que cette idée... Alors moi, c'est facile pour moi de dire ça, parce que moi, je n'ai jamais été patron et je serais incapable de diriger une boîte. Je pense que je serais extrêmement compétent. On me donne la boîte la plus performante du monde. Si on me donne la direction, en 6 mois, je serais compétent pour la couler. Donc, je ne sais absolument pas. Donc, c'est facile pour moi de faire des grands discours théoriques comme ça. Sauf que, ces discours théoriques, je les ai tirés à partir du terrain. Et 2, j'ai rediscuté avec les patrons qui m'ont dit que j'ai rencontrés et qui étaient entièrement d'accord. Et pour eux, leur action, elle est d'abord au service du bien commun. Ils sont patrons pour le service du bien commun et l'argent n'est qu'un moyen dans leur démarche. Oui, et je précise aussi quelque chose, c'est que j'ai fait un choix dans le livre de prendre essentiellement des entreprises qui étaient numéro 1, soit français, soit européen, soit mondial, soit qui avaient dans les gammes des produits qu'ils fabriquent, eh bien, qu'ils étaient leaders mondial sur tel ou tel produit. Je n'ai aucune fascination pour ce type de réussite. Pour moi, la principale réussite, c'est la réussite du cœur, c'est la réussite humaine. Mais je sais très bien qu'on pouvait me dire, mais votre histoire, c'est sympa pour des petites entreprises, mais ça ne marche pas. Enfin, ce n'est pas ça qui fait tourner des boîtes. Et bien justement, de montrer que des boîtes qui tournent très bien et qui peuvent être numéro 1 sont basées sur ces principes, c'est remarquable. Donc la protection de l'environnement, c'est un domaine très important. Et évidemment, les entreprises, les industriels en particulier, les entreprises industrielles sont au cœur de cet engagement parce que, comment dire, vous voyez bien, les associations environnementales, eh bien, elles ont un rôle essentiel, je dirais, d'alerte. Mais une fois qu'elles ont alerté, ce n'est pas elles qui vont avoir les moyens financiers de pouvoir résoudre des problèmes environnementaux importants. Alors, il y a eu des études de sociologie très intéressantes sur ces rapports entre les industriels et les écolos. Et les associations environnementales, en quelque sorte, sont passées par 3 phases. La première, c'est de faire du lobbying auprès des parlements dans les différents pays et pour faire des lois les plus contraignantes possibles parce que ces industriels sont des gens totalement irresponsables et donc, enfin, c'est pas moi qui parle, là, c'est les entreprises, les associations, considérant que les industriels étaient des gens irresponsables, la seule manière de les faire agir d'une manière un peu responsable, c'était la contrainte législative. Et en fait, ça a marché un peu, mais pas autant que ce qu'ils espéraient, parce qu'on peut toujours trouver des moyens de contourner la loi. Alors, il y a une deuxième étape, ça a été l'appel au peuple, en quelque sorte, avec boycott de produits et des choses comme ça. Ça a eu des résultats, mais pas autant que ce qu'ils espéraient. Et maintenant, alors évidemment, ce n'est pas 3 étapes comme ça, c'est plus compliqué que ça. Il y a toujours les 2 qui sont toujours présentes, mais maintenant, eh bien, et ça, les médias en parlent très peu, ils nous parlent beaucoup des 2 autres, et de la confrontation, de l'opposition frontale entre ces 2 univers. Mais de plus en plus, des grandes associations environnementales au niveau mondial et des grandes multinationales eh bien, coopèrent avec ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la compréhension de part et d'autre que les écolos ont un rôle d'alerte, de lanceur d'alerte, de veille, d'être attentifs, mais en même temps, eh bien, ce sont les industriels qui ont les moyens de changer la situation. Notamment en investissant dans la recherche et développement, par exemple, pour faire des nouveaux produits non polluants, et que sais-je encore. Et voilà où on en est. Je pourrais citer plusieurs exemples, mais là, c'est un petit peu court, il y a des exemples dans le livre, mais quand même, donner un exemple très, très remarquable. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, mais il y a quelques années, ça vous avez remarqué, c'est tous les ans, vers l'automne, on nous parlait, les médias nous parlaient, faisaient la une des quotidiens, souvent, le trou de la couche de l'ozone. Tous les ans, l'ozone a perdu, donc la couche d'ozone rétrécit, et donc il y a un trou qui s'agrandit de plus en plus, en particulier en Antarctique. Enfin, c'est le trou de l'Antarctique, mais globalement, sur l'ensemble au-dessus de nous, l'ozone diminue. Tiens, c'est bizarre quand même que depuis quelques années, on ne parle plus de l'ozone dans les journaux.
Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Ben, vous n'avez peut-être pas remarqué puisqu'on n'en parle plus. On n'en parle plus. Ben oui, mais pourquoi on n'en parle plus? Parce que l'ozone, elle se reconstruit. Le trou est en train de se refermer. Les médias, ils n'en parlent pas. Alors, vous comprenez, comment dire, sur une planète où il y a bientôt 8 milliards d'habitants, il y a forcément un endroit, il y a des guerres, forcément un endroit, il y a de la pollution, il y a forcément... Je ne dis pas que c'est une bonne chose, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et à partir du moment où les médias nous parlent toujours des attentats, mais nous parlent finalement très peu, 1, de l'IRA qui a arrêté les attentats, 2, de la Colombie qui a arrêté les attentats, 3, du FLNC qui a arrêté les attentats, 4, ces jours-là on a parlé de l'ETA qui a rendu les armes, mais on en parle beaucoup moins longtemps. Un attentat, vous allez en parler pendant 15 jours, l'ETA qui a rendu les armes au Pays Basque, on en parle pendant 2 jours. Donc on a, voilà. Et tous les progrès qui sont faits, les médias en parlent très peu, et ils nous parlent toujours des problèmes. Donc on a toujours l'impression qu'il y a de plus en plus de problèmes. Et donc au niveau de, de l'ozone, oui, bon, on va passer ça. Voilà. En 97, disons à la fin des années 90, un homme qui s'appelle Mostafa Tolba, qui était le directeur de l'Agence de l'ONU pour l'environnement, l'UNEP, alerté par les scientifiques qui disaient qu'il y avait un problème avec l'ozone, décide de rassembler tout le monde. Tout le monde, c'est-à-dire les associations environnementalistes, les scientifiques, les industriels, les ministères de l'environnement de plusieurs pays du monde, d'essayer de faire une coalition la plus large possible. Il va réussir à mettre autour de la table des anciens ennemis, des ennemis, et de les transformer en partenaires. Et va donc se faire ce qu'on a appelé le protocole de Montréal, qui va être un engagement volontaire des parties, en particulier des industriels. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le protocole de Montréal est non contraignant. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune sanction si ça n'était pas respecté. Mais c'est le fait qu'il n'y ait pas eu de sanctions prévues qui a permis à un maximum de s'engager, maximum d'États et d'industriels. Et comme ils se sont engagés, après il y avait une sorte d'obligation morale réciproque. Eh bien, aujourd'hui, le protocole de Montréal, le processus de restauration de la couche d'ozone est la plus grande réussite environnementale à l'échelle mondiale. Très peu en parlent. Ah, ça, c'est un petit dessin sympa. Mais surtout, ce que je voudrais vous montrer, c'est ceci. Maintenant, c'est plus que 90%. Voici. Ça, c'est la consommation, voilà, la consommation de substances qui réduisent l'ozone, et c'est quasiment équivalent avec la production. C'est-à-dire que depuis 87, c'était le protocole de Montréal, c'était en 87, pas 97. Donc, depuis 20 ans, eh bien, il y a une chute radicale, on ne détruit plus l'ozone. Le problème de l'ozone est réglé. Alors, je dirais virtuellement réglé, dans le sens qu'on ne produit plus d'ozone, l'ozone est sauvée, la couche d'ozone est sauvée, elle se reforme, mais comme les substances qui détruisent l'ozone mettent des dizaines d'années à se disperser, à disparaître, eh bien, ça prend du temps. Mais aujourd'hui, après donc le trou la couche d'ozone qui diminuait, on est arrivé à un moment à une stabilisation, et maintenant on est arrivé au moment où la couche d'ozone se reforme. Et les prévisions qui étaient il y a quelques années, en 2050, toute la couche d'ozone devrait être reconstituée. Et semble-t-il, ça va plus vite que prévu. Et donc, il est probable qu'avant 2050, c'est pas si loin que ça, 2050, hein, toute la couche d'ozone, là où on avait dit qu'on aurait des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui souffriraient de cancer de la peau, ça ferait des catastrophes économiques, eh bien, le problème est réglé. Le même principe, et ça, c'est basé sur quoi? Au risque de me répéter, c'est basé sur la coopération. De faire des ennemis des partenaires. Les pires ennemis, parce que vous comprenez bien que les écolos ont tendance à considérer les industriels comme des irresponsables sur le plan écologique, et les industriels avaient tendance à considérer les écolos comme des irresponsables au point de vue économique. Eh bien, au lieu de se regarder réciproquement comme des irresponsables, mais de dire on va tirer profit
de ce que eux savent, de ce qu'eux peuvent faire. Donc vous avez la même chose qui s'est passée sur un autre élément, c'est la vallée du Rhin, par exemple. Le Rhin était une poubelle à ciel ouvert, était le fleuve le plus pollué au monde il y a 20-25 ans. Et aujourd'hui, on peut se baigner dans le Rhin. Qui nous parle du Rhin? Qui nous dit qu'on peut se baigner dans le Rhin? Le Rhin est la région du monde, avec les grands lacs américains, est la région du monde qui contient la plus grosse quantité la plus grosse concentration au monde d'usines pétrochimiques, sidérurgiques. La vallée du Rhin, c'est des usines qui se suivent, quoi. Enfin, surtout en Allemagne. Eh bien, malgré cela, on peut se baigner dans le Rhin depuis la source jusqu'à l'embouchure, sans danger. L'eau, la quantité, la dose de métaux lourds, par exemple, dans le Rhin, alors que justement, vu les industries qu'il y a, ça devrait être énorme, eh bien, elle est inférieure, elle est 10 000 fois à 20 000 fois inférieure aux normes sanitaires internationales. Voilà. Alors, et tout ça, ça s'est fait pour comment? Parce qu'avant, il y avait des législations contraignantes, et à un moment, il y a eu un grave drame en Suisse, une usine de produits pharmaceutiques, enfin de stockage de produits pharmaceutiques, de produits qui allaient servir des produits pharmaceutiques, donc de produits chimiques, eh bien, a brûlé, oui. Et les pompiers sont arrivés, c'était un énorme incendie, ils ont éteint l'incendie, mais toute l'eau a coulé et ça a tué des millions de poissons jusqu'à l'embouchure. Du coup, on s'est dit, mais il faut trouver d'autres solutions. Et là, une ministre de l'Environnement d'un pays du Nord, dont je ne me rappelle plus, a fait la même chose que Mostafa Tolba, a réuni plein de gens, et au lieu que ça soit des ennemis, elle en a fait des partenaires. Et là, encore une fois, avec des législations non contraignantes, mais faisant le pari de la bonne volonté et de l'engagement des industriels, eh bien, on est arrivé à résoudre le Rhin. Je précise au passage qu'aujourd'hui, en 1995, parce qu'on peut dire, bon, le Rhin, c'est bien, mais la France, on est loin derrière. En 1995, Jacques Chirac a fait une déclaration en disant que dans quelques années, on pourrait se baigner dans la Seine. Alors, on ne se baigne toujours pas dans la Seine. Alors, on dit, ah, Jacques Chirac, il disait ça, mais vous voyez, la France, là où on en est, on ne se baigne toujours pas dans la Seine. Il est très probable qu'on ne se baignera plus jamais dans la Seine à Paris. Pas pour des raisons de pollution. Parce que c'est trop dangereux, il y a trop de bateaux qui passent. C'est interdit pour des raisons de dangerosité. Mais aujourd'hui, au niveau pollution chimique ou non pollution chimique, il est parfaitement possible de se baigner dans la Seine sans aucun danger à Paris. On pourrait faire des piscines sur le bord de la Seine avec l'eau de la Seine. C'est pas... Le seul danger actuellement, c'est lorsqu'il y a des fortes pluies, la pluie fait remonter l'eau des égouts et on se baignerait dans la Seine avec des petites crottes qui se baladent. Donc ça, c'est une pollution fécale, mais ce n'est pas de la pollution chimique. Donc si on règle le problème de la pollution fécale, on peut se baigner dans la Seine sans aucun danger aujourd'hui à Paris. Qui le sait? Très franchement, est-ce qu'on le sait ça? Vous voyez? Bien. Donc je termine, c'est vraiment la coopération qui est un facteur majeur, la coopération qui est un grand thème de psychologie positive. Tout à l'heure, je vous disais que la psychologie positive pourrait changer le monde. Et ce n'est pas tout à fait innocent, mon histoire. Je reviens à mon point de départ. Alors, je vais terminer. Donc, j'ai écrit un bouquin, ça c'est pour la petite promo, n'hésitez pas. Mais surtout, je voudrais aussi vous parler d'autre chose. C'est que, je vous ai dit tout à l'heure que... je vais m'arrêter. Je vous ai dit que ça pourrait changer le monde. Oui, il est grand temps d'inventer une nouvelle vision du monde, une nouvelle vision de la société. Vous savez, vous avez deux trilogies, pardon. Vous avez une première trilogie à laquelle je suis très attaché, c'est la trilogie républicaine. Liberté, égalité, fraternité. Mais lorsque vous regardez sur Internet, vous tapez liberté, vous avez énormément sur Google, énormément de pages, des millions de pages. Lorsque vous tapez liberté, donc c'est énormément de pages, vous tapez égalité, il y en a beaucoup, mais il y en a moins. Et lorsque vous tapez fraternité, il y en a beaucoup moins. J'ai les chiffres, hein, mais bon, passons. Vous regarderez ce soir, enfin. Et alors, ça c'est la première trilogie. Deuxième trilogie, c'est la trilogie de la gouvernance. La gouvernance, elle repose sur, c'est comme un trépied qui repose sur trois fondements. L'État, le marché, la société civile.
Et on peut faire, en quelque sorte, se superposer ces deux trilogies. Alors, je vais être un petit peu rapide, caricatural presque, mais je pourrais l'argumenter. Mais je pense que vous n'allez pas être tout à fait contre. La droite, paraît-il qu'on est en période d'élection, hein, c'est ça, non, il me semble. Alors, la droite, traditionnellement, privilégie la liberté surtout économique, au nom du marché. Ça va ? En général, les gens de droite, regardez, ils parlent surtout de la liberté d'entreprendre, hein, vous êtes d'accord ? La gauche privilégie l'égalité au nom de l'État. Hein, les leaders de gauche nous disent que l'État doit faire plus de choses pour rétablir l'égalité sociale. Et qu'est-ce qui nous reste pour la fraternité ? Qu'est-ce qui nous reste pour la société civile ? Eh bien, c'est ça l'enjeu d'une nouvelle vision politique, une politique de la fraternité. Une politique qui n'oublie pas, certes, ni l'égalité ni la liberté, mais qui n'oppose pas, comme on le fait habituellement, la liberté et l'égalité. Alors, j'ai oublié le centre dans les propositions politiques, et le centre, c'est de mettre un peu de liberté, un peu d'égalité, vous voyez, mettre un peu de la droite et un peu de la gauche. Et il y a une nouvelle vision politique qui serait la fraternité, et qui serait portée par la société civile. La société civile, et encore une fois, la fraternité comme centre, mais accompagnée de la liberté et de l'égalité, et la société civile tenant compte évidemment à la fois de l'État et des industries, enfin des entreprises, du marché. Mais que ce soit d'abord la fraternité qui soit au cœur de notre projet de société. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est quelque chose qui pourrait se faire dans plein de domaines. Ça pourrait être, vous avez compris que c'est le centre même de mes propos sur l'entreprise, c'est-à-dire la fraternité, c'est la coopération entre ennemis, par exemple, qui deviennent des partenaires. Mais si vous prenez l'école, on sait aujourd'hui que l'apprentissage coopératif à l'école a des bien meilleurs résultats que l'apprentissage compétitif. Si vous prenez la justice restauratrice, qui n'est pas très connue, qui fait le pari de l'empathie, qui fait un pari réaliste sur l'empathie des agresseurs, eh bien, plutôt que la justice pénale qui consiste uniquement à stigmatiser et à condamner, eh bien, a de bien meilleurs résultats en termes de reconstruction psychologique des victimes, en termes de prise de conscience des agresseurs du mal commis et donc en termes de diminution de la récidive. Si vous prenez... qu'est-ce que je pourrais dire encore ? Enfin, il y a toutes sortes de thèmes. Bon, ça m'échappe à l'instant. Mais, eh bien, en fait, toutes les valeurs que je dis de la psychologie positive, la coopération, l'empathie, la bienveillance, eh bien, ça pourrait être un projet de société. Avec des amis, on a un sociologue qui s'appelle Alain Caillé, qui est un spécialiste de la pensée de Marcel Mauss sur le don contre don, a fait on a créé un mouvement, on s'est retrouvés, et on s'appelle les convivialistes. Alors, je ne suis pas en train de faire de la pub pour les élections, puisqu'il n'y a aucun convivialiste aux élections, mais l'idée, c'est qu'on peut créer une société de coopération, avec un petit clin d'œil vis-à-vis de la déclaration américaine, puisque c'est la déclaration d'interdépendance. Vous savez, notre société, eh bien, nous en tant que personnes, en tant qu'individus, nous naissons dans la dépendance aux autres. Nous mourrons dans la dépendance aux autres, et entre-temps, nous vivons dans l'interdépendance. Nous avons besoin les uns des autres. Et on passe beaucoup de notre énergie dans notre société à essayer de nous croire indépendants les uns des autres. Eh bien, assumons notre interdépendance et essayons de faire de cette interdépendance un projet de société, une force pour l'avenir. Alors, on va dire, oui, mais les autres. Alors, ici, on est des gens bien parce qu'on s'intéresse aux trucs positifs, humanistes, tout ça. Oui, mais ça irait bien vos trucs, mais il y a les autres. Et ça, c'est un mythe, le problème des autres. J'ai longtemps pensé ça, mais aujourd'hui, je ne le pense plus. Parce que, vous savez, par exemple, pour un seul truc, si je vous dis, on vous dit à vous, comme ça, enfin, il y a quelqu'un qui vous parle d'un truc, puis il vous fait confiance sur quelque chose, que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, on vous fait confiance. Est-ce que votre première réaction, c'est de vous dire « Ah, comment je vais pouvoir l'entuber, quoi, trahir sa confiance ?» Je ne crois pas. Quand on nous fait confiance, on essaye d'être digne de cette confiance, et si un jour on trahit la confiance, on essaye de se rattraper plus ou moins bien aux branches. Eh bien, nous, même si ici on s'intéresse à la psychologie positive, à l'humanisme, on n'est pas différent des autres. La confiance, tous les gens, pratiquement tous les gens, quand on leur fait confiance, ils essayent d'être dignes. Et donc, il faut faire confiance aux autres.
Parce que les autres, la plupart d'entre nous, est des coopérateurs conditionnels. La plupart d'entre nous, on est prêt à coopérer à condition qu'on sache que l'autre va coopérer. Mais si je pense que l'humanité, elle est égoïste, je ne vais pas coopérer, je ne vais pas faire ce pas de la coopération puisque je vais me faire avoir. Mais comme je ne coopère pas, je prouve à l'autre que lui, il n'a pas de raison de coopérer. Donc il faut faire le premier pas de confiance en l'autre. Et vous voyez bien, je parlais tout à l'heure d'anthropologie, cette société dont je parle, elle repose sur un fondement anthropologique. La capacité que nous avons de faire confiance aux autres, y compris à nos pires ennemis. Donc je vais passer là-dessus, mais c'est pour vous dire, j'aimerais vous poser une question. Attention, c'est une devinette. Donc j'aimerais vous poser une question. Qui a écrit ceci? C'est une devinette, c'est-à-dire si vous connaissez la réponse, il ne faut pas me donner. C'est de la triche autrement. Donc essayez de deviner qui a écrit ceci. Pardon? Non, c'est une personne, c'est la même. C'est dans le même texte. Alors vous parlez un peu fort parce que avec l'âge, j'ai des problèmes d'audition. Pardon? Peut-être, le pire des truands, peut-être. Pas forcément. Ah, je dis rien. Hein. Allez-y. Pardon? Karl Marx. Non, ce n'est pas Karl Marx. Einstein, non plus. L'abbé Pierre, non plus. Bien fort. Luther King, non plus. Mère Teresa, non plus. Pardon? Fidel Castro, non plus. Bon, je vous aide. Mandela. Alors, vous savez, une citation, quand on dit Einstein a dit ça, vous savez, souvent on dit Einstein a dit ça, Mandela a dit ça, Dalai Lama, on prête corrige et moi, ils disent souvent des choses qu'ils n'ont jamais dit, hein, on leur prête beaucoup de choses. Donc, moi, je tiens à ce qu'une citation n'est une citation que lorsqu'elle est très clairement référencée. Donc, je la connais par cœur, c'est « Un long chemin vers la liberté », édition de poche, page 753, vous le trouverez. Mandela, on ne peut pas dire que Mandela était un naïf, un bébête. Il avait parfaitement conscience de la capacité de l'être humain à faire le mal. Eh bien, il a fait le pari qu'il y avait de la bonté chez tout être humain. Et il a écrit ça, mais il a écrit d'autres choses, sur la bonté, en particulier quelque chose d'extraordinairement important. Il a dit qu'il avait cette conviction, mais de cette conviction, il en a fait une stratégie politique. Parce que lorsque Mandela arrive au pouvoir, il faut être lucide. Ce n'est pas parce qu'il est élu président de l'Afrique du Sud qu'il a en main toutes les manettes. Qui détient les manettes de la justice, de la police et de l'armée? Les trois pouvoirs régaliens massifs. Eh bien, ce sont les Blancs. Et si à ce moment-là, il leur dit « Vous êtes tous des vilains méchants, regardez tout ce que vous avez fait depuis des dizaines d'années, vous allez tous partir en prison, ils ne vont peut-être pas y aller tout seuls. » Donc, il a fait un pari qui était le pari de la bonne volonté, même de ses pires ennemis. Il a fait le pari qu'il pouvait trouver chez ses ennemis des gens qui allaient dans la direction du bien. Et ce pari a marché. L'Afrique du Sud n'est pas un paradis, certes, mais il a permis quand même la démocratisation sans passer par la violence de son pays. Et donc, Mandela a réussi ce pari. Eh bien, moi, je dis que s'il a réussi son pari, nous pourrions réussir le même pari, parce que franchement, la France, même si des fois on dirait la France est épouvantable, eh bien, ce n'est pas l'Afrique du Sud des années pré-Mandela. Et donc, faisons le pari d'une société de fraternité. Alors, j'ai cité Mandela, un peu immodestement, je me permets de citer deux phrases que j'ai faites. Et voilà, et je pense qu'il est possible de créer une société de fraternité à chacun d'entre nous, là où nous sommes, dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Eh bien, réfléchissons à ce qu'on pourrait faire pour qu'on pourrait instaurer petit à petit une société de plus en plus fraternelle. Je vous propose d'adopter dans notre existence le principe héliotropique. Héliotropique, se tourner vers le soleil comme les tournesols. Voilà. Soyons chacun là où on est un petit tournesol
ayons ce principe héliotropique au fond de nous-mêmes, et certes, il y aura quand même de temps en temps des nuages dans notre ciel bleu, eh bien, je vous propose ce viatique, n'abandonnons jamais. Soyons persévérants dans nos convictions, et puisque vous aurez compris que vous avez devant vous un bisounours assumé, eh bien, je vous remercie de votre attention.